Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau Face à Face. Et cette semaine, je reçois Monsieur Belkir Belhaddad, qui est le député La République En Marche pour la première circonscription de Moselle. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Entre 2008 et 2017, vous étiez l'adjoint au sport de la ville de Metz dans l'équipe de Dominique Gros. Oui. Au printemps dernier, vous avez quitté le Parti Socialiste pour vous présenter aux législatives sous l'étiquette La République En Marche. Tout à fait. Et le 18 juin dernier, vous avez été élu pour la première fois député, avec 60% des voix face à une candidate du FN. Alors, quel sentiment, quelle impression on a la première fois qu'on franchit les portes du Palais Bourbon et en particulier de son hémicycle? C'est impressionnant. Et puis on sent l'histoire être là, présente sous nos yeux, l'histoire de notre pays, avec toutes les grandes lois qui ont été votées, que ce soit celle de l'IVG, l'abolition de la peine de mort ou d'autres grandes lois ayant transformé notre pays. Et puis j'ai eu aussi une pensée pour mon père. Voilà, j'ai pris avec moi une photo de lui le jour où je suis rentré. Donc un grand moment d'émotion. Alors, est-ce que il n'y a pas trop de décorum? Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de pompe dans son fonctionnement de cette assemblée, non? C'est une institution qui est effectivement lourde dans son fonctionnement, puisque le temps d'apprentissage de la fabrication de la loi et de tous les rouages du fonctionnement de l'Assemblée nationale est important. C'est une vieille dame, qu'on essaye aussi de réformer sous l'impulsion de notre président de l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai qu'il y a tout un décorum. C'est aussi le prestige de la France, parce que c'est aussi l'occasion d'accueillir des personnalités du monde entier, représentant leur pays. Et donc, on se doit aussi de donner une image belle de notre pays, de notre nation et du fonctionnement de notre démocratie. Alors, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, être député, c'est une sorte de forme d'aboutissement pour le jeune Algérien que vous étiez d'origine quand vous avez débarqué en France à 8 ans et que vous ne parliez pas un seul mot de français? C'est pas un aboutissement, c'est vrai que c'est une certaine fierté, une certaine réussite grâce notamment à l'école de la République. Et non, ce n'est pas un aboutissement, c'est un engagement citoyen depuis plus d'une vingtaine d'années ou trentaine d'années. Et c'est pour moi un moyen de faire en sorte qu'aujourd'hui et demain soient meilleurs dans l'intérêt général et pour ceux plus particulièrement qui souffrent dans notre pays, parce qu'il y en a qui souffrent énormément. Donc on se doit effectivement de se donner les moyens à travers tout le travail législatif, et c'est ce que je m'efforcerai de faire. Donc ce n'est pas un aboutissement, c'est un prolongement d'un engagement de longue date. Ça peut être aussi un exemple pour d'autres? Bien entendu que ça peut être un exemple et montrer qu'il y a des parcours de réussite et d'exemplarité. Mais il n'y en a peut-être pas assez, non? Il n'y en a pas suffisamment, oui. Et je trouve qu'on se regarde quelquefois trop le nombril. Je pense que c'est important de positiver. En permanence positiver et montrer tous les succès me concernant par rapport à une histoire particulière, mais dans laquelle peuvent se retrouver de nombreux jeunes aujourd'hui, mais dans beaucoup d'autres cas, de milieux socio-professionnels différents. Donc toutes les expériences sont bonnes à montrer quand elles servent d'exemple pour d'autres. Je crois qu'on ne le fait pas suffisamment. Alors, La République En Marche et le Modem, qui étaient associés au parti présidentiel, ont remporté 8 circonscriptions sur 9 en Moselle. Comment expliquez-vous... On avait visé le Grand Chelem, voilà. Mais bon, on est passé tout près. Mais c'est quand même un cas unique en Lorraine et si ce n'est dans le Grand Est. Comment expliquez-vous ce score aussi fort? Je crois qu'il est lié à un contexte particulier, à la fois de renouvellement et d'exigence de la part de nos concitoyens, de faire autrement la politique et d'avoir de nouveaux visages pour faire autrement la politique. Moi, j'ai toujours continué à exercer des activités associatives, à être engagé, y compris lorsque j'étais adjoint au sport. Je dirige une entreprise à côté.
société, et donc on a besoin de personnalités qui puissent aussi refléter toutes les composantes de notre société, et puis un mouvement porté par notre président Emmanuel Macron, assez singulier, puisque on n'a pas vu un changement de cette nature-là depuis très très longtemps. Certains disent qu'au cours de la Ve République, on a connu. Cinquième République, on a connu 1958, on a connu 1981 et on a connu 1917. 2017, pardon. Ouais. Alors, les 6 premières semaines où vous avez siégé à l'Assemblée nationale, parmi les différentes lois, il y en a une qui a été évoquée, qui était marquante, c'est celle sur la moralisation de la vie politique. Estimez-vous qu'en l'état, le projet de loi qui a été voté par les députés est satisfaisant ou pas ? Est-ce qu'il a été suffisamment loin ou pas ? Pour moi, nous l'avons voté. C'est une volonté de nos concitoyens, parce qu'un certain nombre de dérives ont eu lieu, notamment dans l'emploi de membres de familles de parlementaires. Je dirais que certains éléments ne faisaient pas partie, n'étaient pas forcément interdits. Il y a l'interdit et puis il y a effectivement ce que la morale réprouve. Et on était plutôt dans ce cas de figure-là d'une volonté de nos concitoyens de réprouver ce type de choses. Mais le retrait de la disposition sur le casier judiciaire vierge, je pensais que c'est une bonne chose ou pas ? En fait, on a eu un problème constitutionnel là-dessus. Effectivement, il a fallu revoir cette disposition-là sans dénaturer la volonté d'Emmanuel Macron de faire en sorte que toute personne condamnée préalablement ne puisse pas, à un moment donné, exercer de fonctions de parlementaire. Et sur la réserve parlementaire, ça a été aussi l'objet d'un débat. Vous, quelle est votre philosophie sur ce sujet-là ? Mon avis était que c'était de ne pas la supprimer. Je pense que c'était plutôt une bonne disposition. Il y a eu des dérives, ce que certains ont appelé du clientélisme. Et je crois que par rapport à toute règle et à tout fonctionnement, il peut y avoir des dérives. Et à ce moment-là, il faut mettre en place des règles beaucoup plus strictes et encadrant ce dispositif. Donc vous êtes pour un contrôle, quoi, des Moi, dépenses. j'étais plus pour un contrôle extrêmement strict, rigoureux, surtout que les collectivités locales, territoriales, ont connu des baisses de dotation relativement importantes. J'ai eu à diminuer le budget de la ville des sports à plusieurs reprises depuis 2014 et les associations ont aussi subi cet état de fait et donc il me paraissait important que cette aide auprès des collectivités notamment rurales pour financer 10, 15, 20 000 euros de travaux ou de soutien aux associations était important. Et moi je suis quelqu'un aussi, je fais partie d'une équipe voilà, et je me dois aussi d'avoir une certaine loyauté par rapport à cet engagement qui avait été pris par Emmanuel Macron lors de la présidentielle. Alors comme député, vous êtes membre de la commission sociale, donc vous avez participé aux travaux de la loi sur les ordonnances devant réformer le code du travail. Alors en tant que socialiste, même si vous l'avez quitté ce parti, vous déclarez toujours conforme à ces idées, est-ce que vous pensez que cette réforme, et en tout cas ces principes, elle est équilibrée ? Moi, je pense qu'on a trouvé un point d'équilibre. Ces ordonnances, en fait, sont une pierre fondatrice de notre politique économique et sociale. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est véritablement de faire confiance aux entreprises, aux salariés pour anticiper et s'adapter au monde du travail, à l'environnement économique dans lequel ils vivent. De manière simple, stricte et sécurisée pour l'ensemble des parties prenantes. Alors il y a eu tout un débat sur notamment l'inversion des normes. Il n'y a pas eu d'inversion des normes. Ce qu'on a souhaité, c'est simplement donner la chance et la possibilité aux employeurs
et aux salariés de négocier au plus près des réalités, c'est-à-dire l'unité fonctionnelle de base de notre économie qui est celui de l'entreprise, notamment pour les plus de 50 salariés avec la mise en place d'un conseil social économique ou la mise en place de majorité simplifiée. C'est la fusion des instances représentatives du personnel, c'est la rupture conventionnelle collective qui n'existait pas auparavant, mais c'est aussi des sécurités. Donc, on donne plus de souplesse, mais de l'autre côté, on permet d'avoir plus de sécurité, notamment avec l'augmentation des indemnités légales de licenciement, c'est plus 25%. C'est notamment pour le travail, le télétravail, un régime juridique beaucoup plus sécurisant. Et puis, pour permettre un dialogue efficace au sein de l'entreprise, c'est notamment de faire en sorte de renforcer les compétences des délégués du personnel ou des représentants du personnel. Donc on a réussi globalement à trouver un point d'équilibre. Alors c'est vrai qu'on aurait pu aller encore beaucoup plus loin, mais c'est une première étape extraordinaire que nous venons de passer avec plus de 300 heures de réunions avec les syndicats. Donc il y a eu un vrai dialogue. Nous avons participé à ce dialogue au sein de l'hémicycle. C'est plus de 60 heures. Alors, d'une manière plus générale, n'avez-vous pas le sentiment que aujourd'hui, il y a quand même une forme de précarisation du travail avec des entreprises comme Uber, des sociétés qui font de la livraison dans les grandes villes de plats chauds qui ont été préparés par les restaurants, des gens qui ont des salaires extrêmement bas, avec des cotisations faibles. On a le sentiment que quelque part on profite d'une certaine misère du chômage pour pouvoir donner à très très bas coût du travail aux gens. Non, je pense que la philosophie c'est véritablement de laisser la possibilité en fait à des acteurs économiques de pouvoir faire évoluer finalement nos modes de consommation avec plus de transparence, plus de sécurisation. Et au départ on a et c'est légitime. On a une opposition, des réticences, mais il faut qu'elles soient constructives, ces réticences. Je pense que quand tout nouveau acteur rentre sur le marché, à un moment donné, je dirais que ça se fait un petit peu dans le chaos, je dirais. Mais petit à petit, il y a besoin de réguler. C'est à l'État de réguler tout cela en mettant plus de sécurisation juridique et financier. Mais ce n'est pas un modèle qui tend à se généraliser ou à être généralisé dans l'entièreté de notre économie. Voilà. Alors, ce sera pas le modèle des États-Unis. Ce sera pas le modèle dominant. C'est pas le modèle, et ce sera pas le modèle dominant. D'accord. Alors, vous êtes député, donc le député, il prépare les lois et puis il les vote, il les amende le cas échéant. Oui. Et vous avez déclaré que vous devez aussi aller davantage vers du contrôle de l'exécutif. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le contrôle de l'exécutif, on le fait par exemple en auditionnant les ministres le mercredi. On a eu le cas d'auditionner la ministre du Travail lors la loi d'habilitation sur les ordonnances, Laura Flessel en tant que ministre des Sports, ou bien d'autres acteurs qui nous semble important de rencontrer. Et on a aussi un pouvoir notamment pour ceux qui font partie des commissions, de pouvoir aller carrément dans les ministères pour aller vérifier telle ou telle information ou réaliser tel rapport pour rencontrer tous les interlocuteurs qui nous semblent intéressants pour comprendre le sujet ou la problématique qui nous concerne et de vérifier que l'exécution du budget est bien réalisée, puisque on va notamment courant septembre échanger sur les politiques publiques qu'on aura menées en 2018 et leur pendant qui sera le budget qui ira avec. Donc l'exécution ensuite du budget, il se vérifie sur le terrain en allant notamment dans les administrations ou dans les parties prenantes du terrain.
Où se situe la limite entre la liberté et la discipline politique? Puisque si vous êtes la majorité présidentielle, on ne vous imagine pas forcément dans une forme d'opposition par rapport au gouvernement. Donc où se situe la liberté, en tout cas cette frontière? On est effectivement une composante extrêmement diverse au niveau de notre majorité, avec énormément de sensibilité. Et je crois que c'est plutôt une excellente chose pour la vivacité de notre démocratie. Et puis, elle peut être aussi une force incroyable en termes de propositions et de renouvellement de pratiques. Donc je considère ça plutôt comme une force. Et forcément, à partir du moment où vous avez je dirais des composantes divers, vous avez forcément des sensibilités politiques, socio-économiques divers. Et ça, vous l'avez constaté en travaillant en commission? Bien entendu. Mais on apprend actuellement à mieux travailler ensemble, à se connaître. On a notamment les 18 et 19 septembre prochains tout un séminaire pour qu'on apprenne à mieux se connaître, à travailler ensemble. Et ça fait partie de cette volonté d'avoir un groupe qui soit soudé. Et qui soit cohérent et dans l'exercice de nos fonctions. Alors vous avez dit également que le député doit être une sorte d'intermédiaire entre les collectivités locales, territoriales, et puis aussi le gouvernement. Normalement, c'est un peu le rôle du Sénat, de la Haute Assemblée, de faire ça. Mais comment vous voyez votre rôle en étant cette interface entre, on va dire, Paris et la Moselle? Alors c'est vrai qu'on a plusieurs fonctions. Enfin, on a un rôle de fabrication de la loi, de contrôle de l'exécutif, comme vous l'avez cité à l'instant, et puis effectivement un travail extrêmement important, puisque le travail de contrôle et en amont de fabrication de la loi ne peut pas se faire sans partir de la réalité, des projets de terrain qui soient menés au niveau des maires ou au niveau des acteurs associatifs ou du monde économique. Donc vous recevez tout le monde pour comprendre Je reçois tout le monde, effectivement. Je reçois à la fois des acteurs économiques, je vais sur le terrain aller visiter par exemple la banque alimentaire de Moselle et son fonctionnement, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour, le cas échéant, effectivement, à la fois défendre ces structures-là, d'accord, qui participent à l'animation, à l'attractivité de notre territoire, et puis dans la fabrication de la loi, pour essayer d'améliorer et ne pas faire, je dirais, ne pas monter d'usine à gaz dans la fabrication de la loi. C'est-à-dire qu'on fera des propositions que si elles permettent derrière une transformation et un accompagnement de nos territoires. Alors je suppose que vous êtes un homme pour le coup extrêmement sollicité. Quels sont les projets que vous avez sur l'établi en ce moment? On parle de l'aménagement du stade de Saint-Symphorien et puis la poursuite de l'engagement de l'État pour sa rénovation. Qu'est-ce que sur ce dossier-là en particulier, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des choses ou pas? Vous avez rencontré, je suppose, la ministre Laura Flessel? Oui, j'ai rencontré plusieurs ministres à ce sujet, Gérald Darmanin, le ministre Mézard. Et les nouvelles sont bonnes ou pas? C'est un dossier complexe, qui n'est pas simple. Alors, quand on dit ça, c'est que c'est pas gagné. Hein. Non, c'est jamais gagné. C'est jamais gagné, mais vous connaissez ma ténacité pour aller jusqu'au bout des choses. Ça, c'est une parole de marathonien. Voilà. Non, il y a en fait une orientation qui se dessine vers une maîtrise d'ouvrage privée, portée par le football club de Metz, avec le soutien du département, de la ville de Metz, de la région. Mon action actuellement est de faire en sorte de sanctuariser les engagements de l'État dans le cadre du pacte Lorraine qui s'est terminé le 30 juin dernier. Voilà, donc ça c'est la première étape. De 4 millions d'euros, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on a de bons espoirs de penser qu'ils vont être prorogés maintenant? Écoutez, je l'espère. Entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu des décisions importantes par rapport en fait à des économies qui doivent être réalisées ou des annulations de crédits qui ont été réalisées sur le budget 2016 que je rappelle que nous n'avons pas voté. On est responsable, donc on se doit d'exécuter ce budget, mais qui ne nous appartient pas et un certain nombre de décisions ont été prises parce qu'on prend nos responsabilités. Et
j'avais effectivement quelques craintes, donc, mais je ne désespère pas de pouvoir faire sanctuariser ces. Alors si on n'a pas une réponse là-dessus, est-ce qu'on a une idée de la date à laquelle on aura une réponse? Non, pour l'instant, il n'y a pas de date. En tout cas, il faudra que ça soit fait extrêmement rapidement. Quand je dis extrêmement rapidement... Il ne faut pas attendre le vote du budget à l'Assemblée nationale. Non, du tout. Pour moi, l'objectif, c'est de le faire à très très court terme. C'est-à-dire que si on arrive sur la période d'octobre-novembre, ce sera beaucoup plus compliqué. Alors... Aujourd'hui, avec le recul, ne regrettez-vous pas que l'équipe municipale à la mairie de Metz en 2012 avait dit non au projet de rénovation de la tribune sud, parce qu'à cette époque-là, on pouvait bénéficier d'un certain nombre de subventions, en particulier des organisateurs de cette Euroleague, qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. Avec le recul, si on avait su, on aurait dû le faire quand même. Non ou pas? Il y avait un contexte particulier. Nous ne faisions pas partie au départ des villes qui avaient été retenues, même si nous avions candidaté. Et puis la candidature tournait autour de la rénovation de l'équipement. Oui. Voilà. Et vous connaissez aussi bien que moi le fin mot de l'histoire sur cette décision qui avait été prise finalement de ne pas aller jusqu'au bout, en raison du coût beaucoup plus élevé qu'annoncé de cette opération. On était plutôt aux alentours d'un montant de 68 à 80 millions. Quand on voit le coût de la rénovation de la tribune sud aujourd'hui de l'ordre de 30 millions, voilà. Donc c'était la moitié à peu près. Voilà, tout à fait. Donc vous ne regrettez pas que... Non, du tout. Non. Je pense que parfois il faut savoir dire non. D'accord. Parfois, il faut savoir dire non. Il nous manquait, bon an, mal an, entre 20 et 30 millions. Voilà. Donc, savoir dire non quelquefois, ça fait partie aussi de nos responsabilités et probablement des bonnes décisions aussi. Alors, Belkir Belada, je vous propose de rester sur le sujet du sport, parce que vous êtes un grand sportif. Oui. Donc, la ville de Metz, comme le département de la Moselle, ont soutenu et soutiennent toujours la candidature au JO de 2024 de Paris. Et notre territoire se propose d'accueillir d'une façon ou d'une autre des athlètes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet ? Pour l'instant, il n'y a pas véritablement de projet. C'est une idée. On a une idée assez précise de ce qu'on souhaiterait avec l'ensemble de ces acteurs. Encore faut-il qu'on ait une réponse. On l'aura là cette semaine. Normalement, oui. Ouais, voilà. Et donc, selon toute vraisemblance, Paris devrait être retenu pour 2024. Et je crois que là, on a une formidable opportunité de faire en sorte de donner un rayonnement nouveau pour le sport. Ouais. J'ai toujours dit que le sport n'a pas été ou n'est pas une priorité. On n'a jamais en tout cas été priorité pour la France. Non pas forcément pour les Français, mais parce que la pratique est très importante, mais pour les différents gouvernements successifs. J'espère qu'on comprendra à travers le choix qui est fait cette semaine de passer un cap important et d'engager des rénovations importantes de nos équipements. Si on devait rénover l'ensemble des équipements de France et de Navarre, il nous faudrait à peu près 50 milliards d'euros. Et nous, on pourrait accueillir qui Écoutez, j'ai accueilli en 2011, juste avant les JO de Londres, de 2012, le secrétaire général du comité olympique et sportif chinois. Qui est une nation extrêmement importante, et je lui ai fait visiter en fait toutes nos installations, et c'est vrai que c'est une des pistes que d'accueillir une voire plusieurs nations. Ah, c'est plus des nations que des sports. Ouais, généralement, le contact est établi directement avec le comité olympique de chacun des pays. Et puis ensuite avec les fédérations pour voir éventuellement celles qui seraient intéressées pour être base arrière de Paris 2024. Alors pour les deux petites minutes qui nous restent, parce que ça passe très vite, il y a une autre question sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse, et c'est la question de la mobilité. Je crois que vous y intéressez aussi, et en particulier il y a la question de l'A31. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que ce dossier est un petit peu
enlisé. Je pèse mes mots et je pense ne pas exagérer en disant ça. Où on en est et qu'est-ce que le député Belkir Belhaddad peut faire pour que les choses avancent? Je ne suis pas le mieux placé pour vous dire où ça en est. Je suis un acteur comme dans d'autres, mais j'ai pour habitude dans ma méthode plutôt d'analyser la situation de manière extrêmement précise. J'ai rencontré le directeur régional des TER il y a quelques jours. Il y a tout un travail de concertation, de consultation pour savoir où on en est vraiment et ce qui bloque. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on puisse absolument trouver une solution pour désengorger en fait la 31. Ça passe effectivement par les modes de déplacement doux et puis une régularité plus importante. C'est pas qu'une question de communication comme peut le dire effectivement la SNCF, mais c'est aussi d'avoir une régularité beaucoup plus importante, une fréquence plus importante. Voilà. Ma dernière question, vous répondez par oui ou pour non. En plus de faire des efforts sur la desserte ferroviaire, est-ce qu'il faut l'élargir ou pas, la 31? Oui, vous pensez ou pas? Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre de but en blanc. J'analyse la situation. Je pourrais peut-être plus facilement vous répondre d'ici quelques semaines. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un dossier extrêmement complexe et c'est pas en une baguette magique. Vous savez qu'on a aussi signé l'accord de Paris sur le développement durable, et le réchauffement planétaire. Il y a eu des engagements à ce niveau-là. On ne peut pas faire ce qu'on veut, n'importe comment. Et puis, il y a aussi tout un travail à réaliser avec nos amis luxembourgeois, mais aussi du côté de la Moselle-Est avec l'Allemagne, qui est important. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Emmanuel Macron a rencontré ses différents homologues là récemment pour évoquer ces questions. Alors, vous ne manquerez pas de nous tenir au courant de ces travaux et de ces avancées, en particulier dans le domaine du sport, qui est un domaine qui vous est particulièrement cher. Voilà. Merci bien. Merci à vous. Belkir, d'avoir accepté mon invitation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne à la même heure. Et portez-vous bien.